chez Le Temps Présent 3 ouvrages qui nous parlent du temps. Changer votre futur par les ouvertures temporelles, le double, comment ça marche, et la clé du futur. Alors, ma première question, ce serait de comprendre un peu votre cheminement. Comment un physicien, docteur en mécanique des fluides, en vient à s'intéresser à la physique quantique et au concept du temps? C'est une longue démarche. En fait, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que je pensais écrire quelque chose qui serait vaguement scientifique, qui était plutôt philosophique. Et tout d'un coup, je m'aperçois que je suis en train d'écrire quelque chose de purement scientifique. Car je me suis guidé par l'intuition. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que si je prolongeais cette intuition, j'écrivais des choses assez hallucinantes qui rejoignaient la science que je connaissais. Alors j'ai changé de cap. Au lieu de penser que j'écrivais quelque chose d'un peu, romanesque, si on peut dire comme ça, j'écrivais quelque chose de très sérieux. Alors je pense que c'est dû à toute ma préparation depuis le plus jeune âge jusqu'à cette date-là, où tout ce qui avait été versé en moi au niveau connaissance trouvait une espèce de synthèse, mais une synthèse fulgurante. C'est pas, on pourrait appeler ça un petit peu, des intuitions phénoménales. Alors, puisqu'on a parlé de science, pour la science classique, habituelle, le temps, c'est quelque chose de continu. Or, vous avez découvert, vous l'avez écrit, vous avez fait des publications scientifiques qui tendraient à prouver que le temps n'est pas continu. Comment, puisque vous parlez d'ouverture temporelle dans ce temps que l'on croit continu, comment détecter ces ouvertures temporelles? Alors, il y a deux façons de les détecter. D'abord, de penser qu'elles existent. Donc dans des temps imperceptibles, la mécanique de l'infiniment petit nous prouve qu'il y a des temps imperceptibles, que l'énergie n'arrive que par petits bouts. Mais d'un autre côté, il faut savoir une chose, c'est que si j'ai des temps différents, il faut bien que je puisse communiquer entre ces temps différents. La science actuelle parle d'intrication qui ne signifie pas grand-chose, et moi, je pars d'une histoire de vitesse d'information qui m'a fait découvrir des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Ça y est, ça commence à être acceptable, même accepté par pas mal de scientifiques, mais ça posait problème quand j'ai découvert ça il y a 20 ans. Est-ce que Suarez l'a démontré ou il ne voulait pas le démontrer? Non, c'est d'abord Alain Aspect qui, voulant démontrer qu'on ne pouvait pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, par son expérience, a trouvé qu'on allait beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Donc il a révisé sa copie, car c'est un homme extrêmement intelligent et, qui sait s'adapter, qui s'adapte très bien, et il est devenu un des pontes de ces histoires de vitesse supraluminique, qu'on appelle maintenant supraluminique, parce que superlumineuse, ça a tellement été critiqué qu'on a supprimé le mot pour mettre supraluminique. D'accord. Et ce n'est pas encore totalement admis par la communauté scientifique. Ce n'est admis que par vraiment quelques scientifiques pointus. Mais si vous avez deux particules qui passent une information, on dit qu'elles sont intriquées. Donc ça signifie que, instantanément, elles reçoivent les mêmes informations en même temps. Ben réfléchissons, soyons logiques. Qui donne l'information? La question qu'on peut se poser quand on regarde vos conférences, c'est temps perceptible, temps imperceptible. Comment passe-t-on d'un temps à l'autre? Ah, ça c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Mais imaginez que l'espace sert au temps, de même que le temps sert à l'espace. C'est le mouvement de l'espace qui définit le temps. Et le temps lui-même est un espace parcouru. Est-ce qu'on est chez Einstein ou est-ce qu'on est chez Langevin? Les deux. Chez les deux. Non, on ne peut pas dire le... C'est-à-dire que Einstein n'a pas su voir l'application qu'il y avait dans notre vie quotidienne de la relativité du temps.
Poincaré l'avait vu. Et Poincaré, pour la petite histoire, c'est quand même curieux, c'était un calculateur phénoménal, digne d'un cirque. Parce que il écrivait une opération, et avant d'avoir fini, il avait le résultat. Alors il s'est dit, il y a 2 Poincaré en moi. Il y en a un qui pose l'opération, et l'autre qui a le résultat. Donc il avait déjà défini une différenciation du temps. Einstein a repris ça. Donc transition, d'où la conception du double. Si nous avons un double imperceptible qui posséderait les réponses à nos questions, Poincaré, comment établir une relation avec lui? C'est-à-dire, il faut aller plus loin que ça. Si on est capable d'avoir un double qui répond à nos questions, on peut se dire que nous sommes le double de quelqu'un et que nous répondons à ses questions. Il faut pas s'arrêter à un seul dédoublement. Il y a un dédoublement en chaîne. Ça voudrait dire qu'on serait coincé entre un temps qui nous pose des questions et un temps qui fabrique nos réponses. Et que par une information qui passerait dans ces 3 temps à la fois, nous, au centre, nous aurions des réponses à des questions que nous n'avons même pas eu le temps de nous poser. C'est assez prodigieux. Ah, c'est la définition de l'intuition, de l'anticipation, de la prémonition, l'instinct. C'est la seule façon de comprendre cela. Dans vos ouvrages, vous parlez historiquement de Platon, qui parlait déjà des 3 temps. Et repris dans la Bible, je cite, « celui qui était, celui qui est et celui qui sera ». D'où vient cet enseignement? Oh là, alors là, il vient des Sumériens, il vient des... J'ai fait du grec, ça m'a permis de fouiller dans l'Antiquité grecque et de retrouver des choses ahurissantes concernant ce dédoublement du temps. Ils connaissaient ça parfaitement. L'alphabet grec lui-même est dans l'accélération du temps, avec les 27 points de passage obligés des particules, qui donnent les 27 lettres. J'ai retrouvé les 3 lettres anciennes à partir de la théorie du doublement, parce que l'alphabet grec actuel n'en a que 24. Alors il me fallait 27. J'ai fouillé, j'ai trouvé les 3 lettres qui me manquaient, qui ne sont plus utilisées. Oula, alors je me suis dit quand même, le grec, il y a quelque chose derrière là, faut aller fouiller tout ça. Selon Einstein, l'énergie est une masse. Si selon Garnier-Mallet, la pensée est énergie. Quand on pense, que devient la masse? Et si on perd de la masse, il y a une usure, il y a un vieillissement. Est-ce qu'on est dans une perte ou dans un gain d'énergie dans le temps? Ouais, une très bonne question, parce qu'en effet, il y a même quelqu'un qui m'avait dit, mais vous vous rendez compte, moi je pense, et je n'ai pas un régime amaigrissant du tout, je ne perds pas de masse. Comme vous êtes dans 3 temps qui sont vraiment imbriqués les uns dans les autres, dès lors que vous pensez quelque chose, il y a déjà la réponse est déjà faite avant même que vous ayez fini de vous poser la question. Ce qui fait que, en fait, vous perdez de l'énergie et en même temps vous en récupérez. Et l'équilibre est bien si vous avez toujours les bonnes réponses aux bonnes questions. Le problème, c'est qu'il y a toujours un petit déséquilibre. Et ce petit déséquilibre-là, qui n'est pas sensible dans notre temps à nous, fait que vous avez un vieillissement inconsidéré de toutes vos cellules, qui ne sont pas remises à neuf à chaque instant. Car le principe, c'est l'immortalité. On sait bien qu'on n'est pas immortel. Vous parlez souvent du travail avec le double pour arranger son futur. Alors ma question, que m'ont posée d'ailleurs certains à qui j'ai parlé de vos travaux, c'est comment devenir maître de son futur en l'arrangeant sans avoir de responsabilité vis-à-vis des autres et de l'humanité en général. Et est-ce qu'on n'est pas là un petit peu dans le concept inconscient collectif de Jung? C'est plus que ça. C'est la responsabilité. Ouais. Chacune de nos pensées fabrique le potentiel correspondant. N'importe qui peut utiliser ce potentiel pour vivre. Donc je deviens responsable par ma pensée de la vie de ceux qui utilisent mon potentiel. C'est terriblement grave. Alors heureusement, je peux arranger les conséquences de ma pensée avant que quelqu'un puisse utiliser ce potentiel.
Et si on ne connaît pas cette loi-là, finalement la vie ne sert à rien. Il faut pouvoir arranger le potentiel que l'on dérange en utilisant son double et en connaissant la façon dont ça marche, le mode d'emploi. La science officielle a longtemps refusé le corps énergétique par rapport au corps physique. Quelles sont les expériences médicales ou militaires qui auraient pu ou auraient dû signaler cette dualité? Oh, c'est vieux, ça date des années 40. C'est les expériences avec les pilotes américains, avec les nouveaux avions qui procuraient le voile noir, c'est-à-dire le pilote perdait conscience. Alors évidemment, il n'est pas question de perdre conscience quand on est aux commandes d'un avion, donc les Américains ont inventé les centrifugeuses pour pilotes. Alors on faisait tourner les pilotes à toute vitesse dans une centrifugeuse, on freinait brutalement pour voir qu'est-ce que c'était que ce voile noir. Et il y en avait qui avaient conscience de quitter leur corps, de traverser les murs, d'entendre des conversations, même étrangères. Ils revenaient dans leur corps et ils avaient la mémoire de cela. Enfin, certains. Alors évidemment, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et alors ça a fait penser aux scientifiques militaires que si vous aviez un corps énergétique capable de dédoubler le corps physique et qui pourrait aller avec des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière, on retombait avec le paradoxe des jumeaux de Langevin qui faisait que si on va avec une vitesse sensationnelle, on change de temps. Proche de la lumière. Oui, proche de la lumière. Maintenant, moi, je vais beaucoup plus loin, parce que je dis que non seulement proche de la lumière, mais au-delà de la vitesse de la lumière. La vitesse limite du dédoublement est de 857 milliards de kilomètres par seconde. Vous vous rendez compte qu'on est loin de la vitesse de la lumière. Et votre corps énergétique est capable d'aller à ces vitesses-là et de changer le temps d'une façon sensationnelle. Oui. Vous dites qu'en fin de cycle astrophysique, 25 000 ans, l'humanité dispose d'un capital prodigieux et accéléré, usant d'intuition et de prémonition. Ma question c'est, sommes-nous, avec cette approche, dans un discours métaphysique proche des prophéties bibliques et ou évangéliques? Le mot prophétie, c'est simplement d'être capable de voir le futur dont on le dispose pour l'accepter, le changer, le modifier ou le laisser tel quel. On est créateur de son futur. Donc une prophétie, c'est voir le danger à venir pour l'écarter. Donc un bon prophète, c'est quelqu'un qui voit des dangers à venir qu'il va supprimer pour ne pas les vivre. Donc un beau prophète est quelqu'un qui voit des futurs qui n'arriveront jamais. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un futur où science et métaphysique, spiritualité pourraient se rejoindre? Et si c'était le cas, quel serait le processus pour que cela se rejoigne? En fait, la science, on a l'impression qu'elle est extérieure à nous. Nous sommes la science. La science doit être utilisée par le scientifique que nous sommes. La science est à notre service. On a essayé de nous faire croire dans notre société que les techniques scientifiques permettaient de mieux vivre. Les techniques scientifiques font penser que l'homme est incapable d'utiliser, comme ça, naturellement, sans avoir la moindre approche par l'éducation ou autre, d'une science qui est en lui. Vous regardez une chose, l'instinct. Vous prenez un animal, il a l'instinct. Et il ne le modifie pas. Vous jetez un chat à l'eau, il nage. Vous prenez un enfant... Le bébé, il tète. Le bébé tète, oui. Mais après, il réfléchit. Vous jetez un bébé à l'eau, il nage pas. Il nage, si, dans le premier temps. Vous jetez un adulte à l'eau, il coule. Il n'a pas appris à nager. Pourquoi un chat, qu'il soit jeune ou vieux, vous le jetez à l'eau, il sait nager? C'est-à-dire que lorsque vous avez un danger, vous avez à votre disposition un futur correspondant. Il faut savoir le prendre. Pour savoir le prendre, il ne faut pas modifier le futur quand on en a besoin. Alors comment on modifie le futur quand on en a besoin? Par la peur, par la volonté de trouver autre chose. On se fabrique un futur qui ne correspond pas à l'événement. Généralement, ça va très mal. Alors, on est un animal capable de prémonition, d'instinct de survie phénoménal, et à cause de notre intelligence, à cause de notre créativité, nous modifions le futur à chaque instant, et de ce fait, nous vivons les conséquences de nos peurs.
Pourquoi aujourd'hui on est dans un monde accéléré? On est dans un monde où le temps n'est pas le même que celui de nos ancêtres. Regardez les cycles de déroulement du temps que les hindous connaissaient, les yugas. Vous avez d'abord 400 000 ans, puis ça se termine par quelques années. C'est simplement de dire que la perception du temps au début d'un cycle n'est pas la même que la perception du temps à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on a l'impression de vivre vieux, alors que au Moyen-Âge, arriver à 100 ans, c'était très très rare. Un homme, généralement 40-45 ans, c'était fini. On dit, ben, la médecine a fait un progrès terrible. Moi, je dis plutôt que la médecine nous tue. Heureusement. Vous rejoignez Jacques Collin, là. Oui, parce que le temps n'est pas du tout le même. Nous avons 1 milliard d'idées par seconde. Nos ancêtres, ils en venaient une ou deux, et puis c'était tout. On reçoit des informations d'une façon phénoménale. Oui, la technologie y aide beaucoup. Non. Ah non, elle perturbe. À la duplication de l'info, oui. Non, oui, l'info pour vivre. Ouais. Non, mais l'info instinctive, l'info dont on a besoin de survie, elle est pour tout le monde en ce moment d'une façon. Oui, mais elle est totale. Ce qui fait qu'il y a des gens qui perdent complètement pied parce qu'ils reçoivent des informations qui ne sont pas faites pour eux. Alors, Jean-Pierre Garnier-Mallet, quelle suite allez-vous donner à vos recherches? Est-ce que vous allez écrire de nouveaux ouvrages? Est-ce que vous allez développer de nouveaux séminaires? Est-ce que vous allez faire de nouvelles publications scientifiques? Alors, il y a un livre qui se termine, qui va sortir, je ne sais pas quand, ça dépend des éditeurs, mais enfin... Le titre? Le titre, ça sera certainement Théorie du dédoublement du temps, ou la fin du cycle de dédoublement du temps, je ne sais pas. La fin des temps, comme on disait autrefois. Sous-entendu, la fin d'un cycle de dédoublement des temps, qui n'a rien à voir avec une fin du monde, dans lequel je vais montrer que notre système solaire est à notre service, que tout est absolument bien déterminé par un mouvement de dédoublement, qu'il n'y a pas de hasard du tout dans tout le système solaire. Donc de ce fait, nous non plus, nous ne sommes pas dans un hasard merveilleux. Non, il y a un mouvement de dédoublement créateur et nous sommes dans cette création grâce à ce mouvement qui ne supprime tout hasard, mais qui laisse une liberté totale vu les prodigieuses bifurcations possibles dans ce mouvement. Nous avons à nous des milliards de possibilités et on nous a laissé croire que nous étions enfermés dans quelque chose lié à un corps physique qui nous maltraite, alors que nous pouvons très bien utiliser ce corps pour le mieux et non pas pour le pire. Alors, dernière question pratico-pratique. Dans vos séminaires, qu'est-ce qu'on apprend? À contrôler sa pensée, qui est créatrice. Quand je pense quoi que ce soit, je fabrique le futur correspondant que n'importe qui peut utiliser. Donc si je fabrique par ma pensée quelque chose de très désagréable, quelqu'un va vivre de façon très désagréable. Je m'interdis ça. Ne fais pas à autrui. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Et si tu es dans cet état-là, fais ce que tu veux. Qui a été complètement inversé dans notre société actuelle par ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, et si tu es dans cet état-là, pense ce que tu veux. Alors c'est la pensée qui est créatrice, pas l'acte. L'acte n'est que la conséquence de la pensée. Eh bien, merci beaucoup. De rien, c'est moi qui vous remercie. Ok. Alors...